Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en matinale avec Charles Amir. Bien dormi Charles? Très bien dormi, merci. Bonjour tout le monde. Tiens, une petite question rituelle.
parce que c'est la matinale, c'est le lancement de notre émission dans laquelle on va vous parler de jeux de société, des jeux de société de Super Meeple. Tu es venu au chalet pour nous en parler un petit peu, on a fait des parties, on a joué, on a découvert des choses. On partage avec vous ce matin. Comment ça se passe d'habitude le matin? Est-ce que c'était compliqué pour toi de te lever et de participer à la matinale? C'est très variable selon nos invités. Alors j'avoue que effectivement, moi je suis plutôt du soir. Toi t'es plutôt du soir. Bon, c'est vrai que du coup quand je me lève, c'est déjà commencé depuis à peu près une demi-heure. Moi je me lève à peu près 8h, 8h30. Mais voilà, c'est... On a pas mal de personnes du soir, mais de plus en plus de gens du matin quand même. On a assez régulièrement des invités qui nous disent « Non, mais moi, pas de problème. Le matin, c'est mon horaire, c'est là que je travaille le mieux. » Benoît, il est du matin, je pense. Benoît est du matin. Voilà, exactement. Charles Amir est du soir. Vous avez l'information, on a des petites informations un peu croustillantes sur nos invités du soir ou du matin. Ouh! Bonjour à ceux qui viennent de se connecter. On a Mélodie Leblond qui nous dit « Je fais du café, qui en veut ?» Bah moi, je veux bien, parce que comme d'habitude, ça, c'est mon rituel du matin. Je me lève, je bouscule Aline, je prends une douche, après, je me fais un café, après, je fais 1000 trucs. C'est vrai, j'enchaîne vite, ça va être la matinale, je commence. Il reste 2 minutes. Je tente un nouveau truc, je vais me connecter à un endroit à un autre. Je prépare mon café, après, j'arrive ici. On fait la matinale ensemble. On termine, on souffle, parce que c'est beaucoup d'émotions cette matinale que l'on passe chaque jour avec vous. Ensuite, je me lève et je vais jeter le café froid. Je ne bois presque jamais, mais je le fais toujours, le café, c'est très important. Nous avons Tapis Moquette Philippe qui nous dit « Je veux bien un café fort, merci ». Hello Philippe, j'ai vu qu'il y avait Cédric aussi, Cédric Millet qui est là. Salut Cédric. Cédric qui est présent également. On a pas mal de monde qui sont ce matin en matinale, je regarde en même temps ceux qui se connectent et qui parle avec nous, Bugs qui est toujours fidèle au rendez-vous, Princesse Sarah Jan, je ne vais pas tous vous citer, mais de temps en temps j'en cite un ou deux par plaisir. Parce qu'on construit cette émission avec vous, on va vous parler des nouveautés Super Meeple, elles sont très attendues, il va y avoir quelques surprises dans cette vidéo. Est-ce qu'on remet en marche notre compteur de scoop? On ne l'a pas trop lancé depuis le début de cette rentrée, on a eu beaucoup de scoops pendant la période de Valménier, vous avez découvert plein de jeux pendant le sommet des jeux, le fameux sommet des jeux que vous pouvez retrouver sur le site internet. On va faire juste avant de commencer à vous parler de tous les jeux que tu es venu présenter. Il y en a déjà quelques-uns qui sont derrière. Une très grosse actualité sur cette fin d'année. Ouais, fin d'année, oui. Effectivement, on a eu un début d'année relativement calme. Ouais. Effectivement, une concentration sur la fin d'année, indépendamment de notre volonté, mais voilà, c'est vrai que... c'est pas illogique, nous on est presque habitués quand on fait l'actualité des jeux, quand on la suit, d'avoir des jeux plus légers en début d'année. C'est presque ton cas également, parce que les jeux que vous avez sortis en début d'année sont un peu plus légers que les autres. Ouais. Et une actualité plus riche. On arrive vers l'automne, et avec Pénélope, avec qui je fais l'émission des actus ludiques, on s'excite un peu en fin d'année, parce que nous on est plutôt joueurs de jeux un peu plus volumineux aussi, qui prennent plus de temps. On s'excite parce qu'on se dit, ça y est, là, c'est le moment où les éditeurs vont sortir les jeux qui vont nous marquer et sur lesquels on va revenir pendant un petit moment. Forcément, autour du Salon d'Essonne, notamment, on commence à remplir notre liste du Père Noël ludique. Et c'est le cas. Il y a quelques gros jeux ou quelques jeux excitants qui arrivent au catalogue Super Meeple. Je suis super excité par l'un d'entre eux, je l'ai vu, je suis en nage là parce que j'ai presque pas envie de faire l'émission, ça vous allez le voir après, on n'en parle pas tout de suite, mais j'ai vu quelques trucs là posés derrière. On va vous faire découvrir tout ça. Ah, ça y est, tu sais de quoi je parle. C'est vrai. C'est une petite équipe, Super Meeple. On le rappelle pour ceux qui regardent cette émission, qui découvrent. On a toute l'équipe, soit en ligne, soit ici à la table. Ouais. Charles Amir est ici. Voilà, effectivement. Et Philippe. Philippe est en Bretagne, qui est en ligne, effectivement. Et puis après, on a aussi Julia qui travaille pour nous sur le marketing international. Oui. Voilà, mais de façon partielle. Et puis voilà, après, c'est aussi d'autres personnes, pas mal de freelance avec qui on travaille de façon régulière. Ouais, c'est un fonctionnement sur les petites boîtes, forcément, vous ne faites pas tout seul, c'est pas impossible, il y a tellement de choses à prévoir que ça fonctionne souvent avec des personnes externes. Voilà. Et on a aussi Bernard, évidemment, associé Super Meeple, qui va maintenant travailler un peu plus, dans la mesure où il est à la retraite maintenant, donc il va travailler un peu plus pour Super Meeple. Voilà. Je suis en train de regarder le site internet, j'ai l'impression que j'ai été très vite, les 2 minutes juste avant de lancer l'émission pour mettre l'image de la dernière vidéo qu'on a réalisée. Je n'ai pas l'impression que ce soit la bonne qui s'affiche, je vais vérifier ça en cours de matinale, puisque c'est le moment où on vous montre aussi les jeux. Ouais, en tout cas, j'avais pas cette chemise, je sais pas si non, mais c'est pas celle-là qu'on veut montrer. J'ai pas encore monté la vidéo d'hier, tu m'en veux pas. non, c'est vrai. Ouais, c'est pas cette image-là. Je vais regarder ça un petit peu en direct. À un moment, tu parleras d'un truc pas très intéressant. J'essaierai de mettre bien le site à jour. Parce que visiblement, c'est pas la bonne. T'inquiète pas, j'ai été trop vite. Ah, ça, c'est le risque. Tu vois, on fait plein de trucs juste avant de lancer l'émission, mais pas toujours dans le bon ordre, en vérifiant les choses comme il faudrait.
Bah oui, c'est pas le bon jeu, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va commencer directement par vous parler des jeux de Super Meeple. Il y en a un qui est dans l'actualité de cette semaine tout particulièrement. En effet. Il s'agit... Est-ce qu'il est là? Il est derrière moi. Il s'agit d'Endeavor Eau Profonde. Première actualité, là forcément, c'est tout chaud. Vous pouvez précommander dans votre boutique ce jeu. Il arrive vendredi. Un peu partout, et c'est un jeu qui était très attendu parce qu'il a une histoire. On vous parle d'Endeavor. Endeavor, c'est un jeu de Karl De Visser et Jarrad Gray. Est-ce que ce sont les mêmes auteurs? Ah oui, bien sûr. Et ce sont les seuls auteurs, et c'est-à-dire ce sont les auteurs d'un seul jeu. Alors, il me semble, je suis quasi sûr. Et donc effectivement, c'est les deux auteurs qui ont fait Endeavor. Ouais. Donc sorti chez Istari en 2000, je ne sais plus exactement, je ne sais plus la date exacte. Bon, ça date d'un petit moment quand même. Je me rappelle de la sortie d'Endeavor. Alors c'est un jeu qu'on a pas mal joué à l'époque, auquel j'étais assez attaché. Et alors il y a une petite histoire sur ce jeu. Il a très bien fonctionné. Je l'ai beaucoup apprécié. C'est le moment où j'ai compris que retirer un jeu, c'était un risque pour les éditeurs. C'est-à-dire que j'en avais pas conscience avant, j'étais comme beaucoup d'amateurs de jeux de société qui consultent les sorties sur à l'époque Trick Track, on regardait ce qui se passe, qui discutent sur les forums. Endeavor, on le conseillait à tour de bras. J'avais déjà un site internet à l'époque, j'en parlais régulièrement. Et à un moment, sur le forum de Trick Track, on a eu la question, je pense que c'était... alors c'était pas Istari à l'époque, je crois que c'était Philosophia encore. Si je me souviens bien, j'ai un doute, mais je me souviens plus très bien de ce dont il s'agissait. Peut-être que c'est Philosophia qui l'a republié. Les experts se rappellent. Pour moi, c'est Istari l'éditeur. Ouais, c'est Istari le premier. Peut-être que Philosophia a fait une édition derrière. Je ne sais plus. Et la question a été posée, est-ce que ça vaut le coup de rééditer Endeavor sur le forum? Et j'ai fait partie de ceux qui disent mais c'est évident, mais on va en parler, on va faire un battage, c'est pas possible qu'Endeavor ne soit plus disponible en boutique. Il y a eu un retirage et ça n'a pas très bien marché. Et là j'ai compris que mince, pour les éditeurs c'est pas la folie en fait. Retirer un jeu, tirer un jeu c'est bien, mais après le retirage, parce qu'il faut en faire quelques milliers d'exemplaires pour que ça vaille la peine auprès des usines, c'est toujours une prise de risque, voire le risque important de gaspiller les revenus qu'on a gagnés, les bénéfices qu'on a eu sur la première édition pour faire quelque chose qui va rester dans les stocks. Alors après ça s'en va au bout d'un moment, mais le but c'est de le vendre quand même relativement rapidement. On a Philippe qui nous dit que oui, Z-Man en a fait une édition aussi. Et 2009, c'est ça, merci. 2009, voilà. Et donc c'est effectivement donc la toute première de ce jeu qui a été ensuite revu, retouché, etc. Par Grand Gamers Guild et The Band Island, donc sous une forme, donc celle qu'on sort depuis 2 ans maintenant, et effectivement qui est une plus grosse boîte, mais bon, ça reste le même jeu. Et on voit qu'on joue encore aujourd'hui qu'un jeu de 2009 peut-être tout à fait d'actualité. Le jeu est absolument excellent. Pour moi, c'est un des 10 meilleurs jeux que j'ai joué, je pense. Oui, parce qu'il est relativement simple. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Endeavor, c'est un jeu dans lequel vous allez poser une carte du monde. Déjà, premier bon point que j'adore, il y a une carte qui est posée sur la table. Moi, ça me plaît particulièrement d'avoir ce genre d'aspect, puisque il y a un aspect géographique, vous allez vous déplacer, essayer d'occuper les différentes zones. On a une dimension de majorité dans les différents continents. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Il y a de la majorité, il y a du placement qui va être extrêmement important, et puis il y a du développement aussi. Et toute cette partie-là, le mécanique de base qu'on retrouve d'ailleurs dans Endeavor Eau Profonde, qui est cette mécanique qu'ont fait les deux auteurs avec les 5 pistes et puis avec les ouvriers qu'on va mettre sur des tuiles pour activer les tuiles, mais ensuite on doit les récupérer, on peut en récupérer que certains. Voilà, toute cette mécanique qu'on retrouve dans Endeavor Eau Profonde, c'est ce qu'il y a de commun entre les deux jeux. C'est ça quand même qui a fait effectivement la renommée du jeu et qui fait que c'est très élégant, c'est une mécanique qui est très facile. C'est chouette. Si vous ne le connaissez pas, franchement, c'est un jeu à avoir chez soi. Alors, il y a toujours la question, quand on a la première édition, est-ce que ça valait le coup de reprendre la suivante? On se pose toujours nécessairement la question, mais quand on est passionné, vous savez que des fois, on a envie d'avoir la plus belle, la plus grosse, cette boîte-ci, la deuxième, donc ça c'est la vôtre, c'est celle que vous avez publiée, toujours disponible en boutique? Oui, elle est revenue cet été. Ah, vous l'avez retirée? Oui, c'est un risque de le retirer longtemps. C'est un risque. Oui et non, parce que ça fait partie quand même des longs sellers, mais des longs sellers
Oui, c'est pas non plus. Voilà, c'est une sorte de. Voilà, ça se vend régulièrement. Voilà, oui, il y a une question de stockage aussi. Est-ce que c'est problématique de stocker des jeux comme ça pendant un long moment? Parce que là, oui, mais là, on fait un volume qui est suffisant pour tenir peut-être, on va dire, 6 mois, 1 an, et puis voilà. 6 mois, 1 an, 6 mois, 1 an, ça va. Ça, c'est une question qu'on pose jamais et sur laquelle je connais pas la réponse. Le coût du stockage. Le coût du stockage des jeux, est-ce que c'est quelque chose qui vraiment vous dites au-delà de 2 ans, ça vaut pas le coup de garder un jeu dans. C'est qui les garde déjà? C'est le distributeur. Chez Neolis. Oui, c'est ça. Le distributeur a des entrepôts. Et ensuite, effectivement, là, on est facturé généralement à la palette au mois. Donc après voilà, donc les coûts sont variables en fonction des distributeurs évidemment, mais c'est un coût qui est non négligeable, ça c'est évident. Enfin, la logistique globalement d'ailleurs ça coûte très cher, surtout maintenant avec l'augmentation des coûts d'envoi, la logistique c'est très cher, mais effectivement dans la logistique le stockage non c'est non négligeable. Donc c'est vrai que à un moment donné pour un jeu qui ne se vend plus par exemple, c'est pour ça aussi que on peut avoir le choix de se dire bon, de toute façon il faut qu'on passe en déstockage, parce que non seulement il nous rapporte rien parce qu'il se vend plus, mais en plus de ça il nous coûte. Donc c'est pour ça qu'il y a certains jeux qu'on est obligé malheureusement de déstocker. J'ai une petite anecdote sur Endeavor. Vous connaissez Jube, que vous voyez régulièrement sur la chaîne, qui présente des jeux un petit peu experts ou des jeux à thème fort, on va dire. Et l'une des premières fois que je l'ai croisé, Jube, c'était donc en 2009, dans ces eaux-là, sur Endeavor qui venait de sortir. On était en salle de jeu. Je le fais plus trop, ça, aller en club. Ouais. Mais c'était un côté que j'aimais bien aussi pour découvrir des gens. Et c'est vrai que j'ai quelques copains, Jube et Jérôme, que j'ai découvert à l'occasion de clubs de jeu, Sylvain aussi. J'y vais plus, peut-être que j'ai loupé plein de gens géniaux qu'on n'a pas l'occasion de voir dans le coin. Il faudrait le faire de temps en temps, aller en club de jeu, c'est important. C'est vrai. Et donc on jouait tranquillement à Endeavor avec un groupe de joueurs, et là il y a Jube qui arrive, qui nous regarde, derrière ses petites lunettes de loin. Il regarde mon plateau, puis il me dit... Bon, avec ta stratégie, toi, tu dois prendre ce bâtiment-là, celui-ci, et après, normalement, c'est bon. Et puis, ça en va. Je l'ai trouvé détestable. Mais tu fais pas. Si je le fais, on va avoir l'impression que je copie ce qu'il dit. Et puis, il avait tout étudié le truc. Il était très cérébral, très attentif. C'était le premier contact. Après, je l'ai trouvé génial, évidemment, parce que il y a ce côté, on a envie de partager ce que l'on vit autour des jeux de société. Et le premier contact, c'est celui-là. Le premier souvenir que j'ai, c'était sur Endeavor. Et je reste très attaché à Endeavor et à Jube aussi, bien entendu. C'est des petites anecdotes de joueurs que l'on a, des gens qu'on croise une première fois, on ne se rend pas compte qu'on va vivre plein de trucs ensemble, qu'on va avoir l'occasion de partager. On revient sur Eau Profonde. Donc celui-ci, cette fois-ci, on n'est plus dans un jeu à thème. Est-ce qu'on est à un thème historique? J'ai même pas fait gaffe. Non, on a un thème. On quitte l'histoire. Exactement, on quitte l'histoire et on plonge dans les eaux profondes pour effectivement. Alors, on retrouve dans le. On va explorer l'océan. J'ai oublié de mettre ma vidéo. Attention, je vais le faire. Vous connaissez, les gens qui regardent très souvent cette émission savent que des fois je monte sur la table, ça va être ce moment-là. Vous l'attendiez avec impatience. Je vais chercher une batterie. Je te laisse parler tout seul aux gens. Ok, non mais vous n'avez pas de soucis. Tout seul, il est parti. Et comment dire. Donc voilà, oui, donc le jeu se déroule. Donc on va incarner une compagnie, on va explorer l'océan, on va descendre, on va utiliser encore une fois la même mécanique avec des ouvriers des technologies, des bâtiments qu'on va récupérer, qu'on va pouvoir activer, qui vont nous permettre ensuite d'aller chercher des coraux, de faire différentes actions dans l'océan. Et on retrouve encore une fois ce qui est important, cette mécanique qu'il y avait dans Endeavor. Et c'est un jeu avec pas mal d'interactions, mais il n'y a plus d'interaction. La seule petite différence qu'il y a en fait par rapport à Endeavor, pour ceux qui connaissent, c'est qu'en fait il n'y a plus d'interaction vraiment directe dans Endeavor de base. Il y a les canons qui permettaient d'enlever des pions des autres joueurs. Là il n'y a plus cette dimension là. Par contre ça reste un jeu avec beaucoup d'interactions. C'est pas ce que je préférais, moi, l'interaction directe. C'est pas un truc. Voilà, là il y a quand même de l'histoire. On peut aussi connecter, donc là il y a un petit côté entre guillemets collaboratif entre deux joueurs sur un instant, parce que si les deux joueurs connectent deux endroits, les deux récupèrent le bonus entre les deux. Enfin voilà, il y a une petite dimension aussi, petite dimension collaborative, mais petite, je note bien. Ça reste évidemment un jeu compétitif. Et voilà, donc c'est le même niveau de complexité, on va dire, qu'Endeavor, c'est initié. Et c'est brillant. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment. Voilà. Ah bah c'est le bazar. On a cherché trop de jeux ce matin et du coup, je savais plus. J'ai pas tout fait dans l'ordre. Attention, c'est là que je grimpe.
C'est là que le drame... Ouais, non, il n'y a jamais eu de drame. Les gens adorent, hein. Ça fait une animation qui est super dans l'émission. Tes pieds, tes chaussettes, tout ça aussi, ça te permet... Non, les chaussettes, les gens, ils voient pas. C'est trop personnel. Je ne me permettrai pas de montrer mes chaussettes à l'image. C'est quand même important. Puis je me suis mis un petit écran, c'est pas trop grave. Voilà, donc Endeavour Eau Profonde. Si jamais vous ne connaissez pas Endeavour, il faut y avoir joué au moins une fois. Ah ouais, exactement. C'est hyper accessible. Que ce soit celui-ci ou le jeu de base, c'est vraiment un jeu à jouer. Il y a de l'interaction, ça dure pas très longtemps. Non. Effectivement, à 5 joueurs, c'est génial. C'est quand même initié plus. Hein. On est quand même dans du jeu où il y a 2-3 règles à avoir. Ne vous trompez sur la marchandise non plus, mais il n'y a aucune règle. Il y en a une série de règles à l'intérieur, mais il n'y en a aucune qui est plus compliquée qu'une règle de trio. En fait, c'est des jeux qui sont très accessibles. C'est des stratégies après qu'il faut réussir à agencer. C'est ça qui fait la difficulté parfois le principe d'un jeu initié, c'est que toutes les règles sont assez accessibles. Mais il y en a pas mal. C'est ça. Donc c'est plus difficile d'accès pour des personnes qui n'aiment pas écouter des règles. C'est ça. Et donc voilà, ça sort cette effectivement, semaine. Contrairement à Endeavour où il y a un plateau qui est fixe, ici en fait le plateau est composé de tuiles et que les joueurs vont découvrir petit à petit au fur et à mesure qu'ils descendent dans l'océan avec différents niveaux et ça évidemment ça va varier en fonction des parties, donc ça donne aussi de la rejouabilité à ce niveau-là. Alors ça sort cette semaine. Petite concurrence, cette semaine, il y a 2-3 trucs qui sortent en même temps. On va jeter un petit coup d'œil, on va aller sur le site, on va regarder. Chaque semaine, il y en a de plus en plus. Ça reste encore relativement tranquille cette semaine-ci. Et vous allez voir que ça va s'accélérer dans les semaines qui viennent. Hop, normalement, j'ai mis le site à jour. Le jour à site, j'ai dit ça. Hop, on va voir si ça a fonctionné. Voilà. Quelques... Je réponds juste à El Choupi au passage. Non, bien sûr que non. Et ça, les jeux n'ont rien à voir. C'est absolument pas une extension. Donc, oui. Vous pouvez avoir plein de jeux. Comme moi, vous pouvez vous amuser à avoir 12 versions d'Endeavour. Ça sert à rien. Mais j'ai du mal, tu vois, à me séparer de ma première version. Celle-ci, là. C'était tellement un truc historique. Tu fais ça toi aussi? Tu gardes les versions anciennes? Oui, bien sûr, moi je l'ai aussi. Il y a la tienne, celle que tu proposes, qui est quand même super chouette. Oh, bravo Aline Latru! Un jeu dont il fallait parler également. Alors, on va continuer à regarder. Donc, on est connecté sur le site. En premier, vous avez Fairy Ring, parce que c'est la vidéo qu'on a mise hier sur le site. Vous pouvez regarder cette règle de la partie avec Maud Chalmel, qui est super cool, qui est toujours... Elle fait des blagues à voix basse, Maud Chalmel. C'est rigolo en vidéo, parce qu'à voix basse, il faut tendre l'oreille pour l'écouter, mais elle est assez rigolote. Et hop, on va descendre pour regarder les sorties du moment. On le fait à chaque fois. Cette semaine, qu'est-ce qui sort? Il y a tous les jeux de Djeko, donc ça prend beaucoup de place. A priori, ce ne sont pas vos concurrents principaux de la semaine. Non, on n'est pas tout à fait dans la même catégorie de jeux. Donc il y a plein de jeux de Djeko qui sortent. Que j'ai indexé cette semaine. On n'est pas au jour près sur la date de sortie. Ensuite, dans les jeux, là, on va regarder un petit peu ceux qui Dragon des Mers, je connais Dragon des Mers, mais c'est un jeu qui... Oui, je connais Dragon des Mers. Illustré par Robertson Santiago, c'est publié par Gigamic, Dragon des Mers, j'ai plus le nom de l'auteur en tête. On a parmi les jeux qui sont forcément un petit peu attendus, Kitsu chez Greux Games, Takenocolor chez Bombix. A priori, on est dans une catégorie qui est un petit peu différente d'Endeavour. On a Mix Art, petit jeu. J'ai fait une carte de Mix Art. Il faudra que je vous le montre un petit peu dans une prochaine matinale, puisque vendredi, on sera avec Aline, on aura l'occasion de regarder un peu. On y jouera peut-être vendredi en matinale. Fairy Ring, on l'a dit, il sort cette semaine. On a fait la vidéo, donc vous allez pouvoir la découvrir. Ecosphera, Caro Combo. Il y a quand même quelques gros titres cette semaine. Tengu, il faut que je le change, il sort dans 2 semaines. Donc la date a changé. On va le faire sortir de cette liste-là. On a l'extension de Chronicle of Crime, l'extension millénaire en fait, qui permet de réunir les différentes boîtes parmi les 3 premières sorties. On a La Rivière de l'Or, qui est aussi un jeu un peu expert. Alors La Rivière de l'Or, je ne connais pas non plus. On a reçu la boîte. Merci à l'éditeur qui nous l'a envoyé. Je ne connais pas encore. On vient de le recevoir, il faut qu'on trouve le temps d'y jouer. Cathédrale d'Orléans. Pas mal de sorties quand même. Parmi ceux qui sont en opposition, on va dire. Parce que là, vous devez faire un choix. Vous qui nous regardez, qu'est-ce que vous allez prendre comme jeu? N'hésitez pas à nous dire là tout de suite sur le chat ceux qui vous attirent plus particulièrement parmi tous ces jeux-là. Évidemment, je n'ai pas cité, mais Altered, qui sort cette semaine également et qui demande un petit budget pour ceux qui veulent quand même directement le prendre avec. Tu joues ça au jeu de cartes à collectionner? Moi, je suis resté au temps de Magic et j'ai pas avancé depuis. Et enfin, je ne joue plus à Magic non plus d'ailleurs. Mais je comprends complètement là. Parce que l'engouement que ça peut donner, c'est sûr. On a déjà une personne qui nous dit je vais prendre Endeavour. Très bon choix, vraiment. C'est vrai, bravo Philippe. Merci Tapi Maquette, merci. Château Combo pour Miss Ami. Ça devient la folie toutes ces sorties. Alors c'est surtout que il y a plein de trucs qui sortent.
faut pas qu'on stresse, nous, en tant qu'amateurs de jeux. Achetons des jeux en fonction du temps dont on dispose. Tout à fait. On vous crée évidemment des envies. Il y en a certains que vous avez envie d'acheter. Là, on vous a mis la vidéo de Fairy Ring. Donc là, on nous dit un petit peu du Fairy Ring nécessairement. Château Combo, les gens l'attendent particulièrement aussi. Mais ça, c'est un tout petit jeu. C'est un jeu de poche. C'est une catégorie différente. Il faut simplement qu'on cible par rapport à nos goûts particuliers. Voilà, donc ça c'est le premier jeu dont on vous parle à Endeavor. Il y en a un autre qui est sorti et sur lequel on a fait une vidéo qui est sortie. On va passer dans les dernières sorties, celles des semaines précédentes. Et vous allez voir que, hop, vous trouvez Pirates de Maracaibo et vous avez la vidéo qu'on a réalisée ensemble lors de ta précédente venue au chalet. Vous allez trouver toutes les explications dans cette vidéo qui a été montée par Guillaume, Big Mish sur le chat. Pirates de Maracaibo. Ouais, jeu catégorie initiée, hein, pas très assez facile à prendre en main, mais par contre, enfin très dynamique. Pour ceux qui connaissent le jeu Maracaibo, effectivement, c'est vraiment la version plus simple du jeu, avec d'autres mécaniques, un plateau modulable. Enfin, moi, c'est en une heure, entre une heure et quart à peu près, effectivement. C'est vraiment voilà, et on est très content en tout cas de l'accueil du jeu. Ouais, l'accueil est bon. C'est sorti pendant l'été, je crois. Fin août. Ouais. C'est ça, il y a 3 semaines. Oui, fin août, c'est ça. Bon moment on a eu la vidéo, je sais plus exactement, mais j'ai la date qui est là. Il suffit qu'on regarde. 30 août. Voilà. Hop. 30 août, c'est arrivé en boutique. Voilà. Ah bah tiens, je suis en train de vous l'expliquer, mais on a fait un site internet, qu'est-ce qu'on se prive de regarder les images directement dessus, c'est idiot. C'est beaucoup plus accessible d'une certaine manière que le Maracaibo de base. Qui est également dans votre catalogue, Tout à fait. Parce que le Maracaibo de base, vous avez une dimension avec des scénarios et paradoxalement, on s'y perd un petit peu quand on n'y joue pas tous les jours. C'est-à-dire que quand on dit tiens, je vais ressortir le jeu, comment j'y joue déjà plus, est-ce qu'on fait plusieurs Oui, si on joue en mode campagne, etc. Par contre, si on joue en mode compétitif standard de base, bon, ça reste, mais ça reste un jeu effectivement, on va dire catégorie expert, donc plus lourd effectivement. Il faut compter plus Maracaibo, il faut compter bien entre 2 et 3 heures selon le nombre de joueurs, on va dire, quoi, à peu près. Alors que là, on est plutôt autour d'une heure, une heure et quart. Oui, il est assez accessible. En fait, on construit la mer avec les cartes que l'on pose sur la table. On voit un itinéraire, des cartes. Alors voilà, c'est ici, là, vous les voyez là-haut. Est-ce que j'ai une image en dessous ? Pas spécialement. C'est ici, vous voyez la mer que vous posez sur la table et vous allez déplacer votre bateau sur les différentes cases. Effectivement, jusqu'à arriver à l'île. En l'occurrence de Maracaibo, donc qui est représenté par le plateau. Alors le petit plateau qui est en dessous, et sur cette île-ci, on va pouvoir récupérer. Parallèlement, effectivement, on va pouvoir faire avancer notre explorateur là-dedans, et on fait 3 fois le bateau, il fait 3 fois ce tour-là. Et la partie se termine. Voilà, il fait 3 fois le parcours sur les cartes. Voilà, exactement. Et ce qui est intéressant, ce qu'on retrouve dans ce jeu qu'il y avait déjà dans Maracaibo, c'est que le rythme du jeu, donc on sait que c'est 3 fois, mais il est aussi donné par les joueurs. C'est-à-dire qu'un joueur, en fait, on peut avancer sur les cartes selon le rythme qu'on définit. Et s'il y a des joueurs qui peuvent avoir intérêt à se dépêcher de terminer le tour, ce qui fait que donc ça va mettre fin. Donc c'est pour ça que ça va être un jeu aussi avec de l'interaction, certes indirecte, mais qui permet effectivement, il faut bien voir où en sont les autres, ce qu'ils planifient de faire éventuellement pour anticiper, puis pour éventuellement changer le rythme. Voilà pour Pirates de Maracaibo. Alors on a fait la vidéo et tu m'as dit, on a tourné la vidéo et à la fin de la vidéo, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a des cadeaux à la fin et j'ai pas eu mon cadeau. Ah ouais, c'est vrai, oui, j'ai appris ça tout à l'heure hier. C'est fou ça, on le fait systématiquement. Vous savez que c'est une tradition, on va regarder, j'appuie là-dessus, c'est une tradition dans nos vidéos, à la fin de la partie, le vainqueur de la partie, et là c'est toi qui l'avais emporté, a le droit à aller chercher une boîte. Et là qu'est-ce qui se passe ? Je regarde. Et là regarde. Il n'y a pas de boîte. Il n'y a pas de boîte. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est important pour nous comme tradition. Et alors que moi j'étais resté sur effectivement le fait que la boîte c'était au moment de partir. Maintenant on a changé ça, on le met dans nos vidéos maintenant. Mais j'avais zappé le truc. Bah écoute, avec Aline. Mais écoute. Avec Aline on a fait une réunion, regarde. T'en fais un cadeau. La boîte elle est là. Oh là. Du coup j'ai dit à Aline, non mais c'est pas possible, on va faire ça en matinale, là il y a un scandale. Et puis ce sera l'occasion de reparler de nos boîtes. Mais oui, sur la fin des vidéos, Philippe, tu as raison, Charles Amir a gagné au chalet. C'est possible, oui bien sûr, il a gagné. Tu regardes pas les vidéos de... Mais plaisante, peut-être qu'il a eu des infos sur les prochaines vidéos. Alors... Non, mais il a souvenir de... La boîte de ma passage qu'on avait fait avec Tiki les 10 ans. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et notamment
une partie de Super Mega Jackpot qui reste effectivement un qui reste dans les annales du jeu de société. Les gens en parlent souvent dans cette longue soirée d'hiver. Dans les salons, oui. La boîte, elle est ici. Donc tu vas pouvoir gagner de son contenu. On garde la boîte, nous, par contre. Merci. Son contenu. Alors pourquoi je vous en parle aussi ce matin en matinale? Vous mettez carrément des jeux Solstice. On met carrément des jeux quand on a des jeux qui rentrent dans la boîte, ça nous arrive de les mettre. Je n'ai pas joué en plus. Un 2 joueurs, parfait. Un jeu de Corentin Lebras et Bruno Catala, Solstice, qui est reparu là en ce moment, on vous le conseille. Il est disponible en boutique. Il était épuisé pendant un petit moment. On a montré les fameux tapis Solstice qu'on étale sur la table pour pouvoir y jouer également pour les collectionneurs. Et ça, il y a des gens qui laissent des choses au chalet, donc c'est l'occasion d'en parler également. Ici, nous avons caramels. Les chocolats Villars, c'est souvent Bruno Catala qui nous en laisse, il nous fait un petit stock de chocolat à chaque fois qu'il passe. Bruno, mais exactement, merci Bruno. C'est le cadeau très Bruno Catala. Ouais, c'est ça, ouais. Bruno Catala. Et, écoute, un petit porte-clés Meeple. Mais écoute, c'est magnifique. Et puis donc, une carte. Alors ça va être peut-être une nouveauté. On est en train d'en discuter avec Philibert notamment. On est en train de réfléchir à quelque chose sur notre calendrier de l'avant de fin d'année. Il est possible qu'il y ait de temps en temps des petits dessins qui soient glissés dans les boîtes aussi, parce que je vais en profiter. Je vais leur demander s'il n'y a pas moyen de faire des choses en commun. On a quelques idées très très drôles pour la fin d'année. Restez connectés à notre chaîne. Regardez les fins de vidéo. Il pourrait y avoir des blagounettes, des choses marrantes. Je me souviens de celle-ci, ça m'avait fait rire. Je trouvais ça très... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tir à part. Je trouve que c'est chouette d'en faire et puis d'en proposer à l'intérieur. Donc c'est plus des boîtes format carte postale, mais bon. Voilà pour le contenu de cette boîte-là. Alors pourquoi je vous en parle aussi? J'en profite dans cette matinale. Non, mais c'est normal. Ça fait partie des traditions. C'est un scandale que l'animateur ait complètement oublié cette séquence. Il devait être un peu fatigué ce jour-là. Elles sont derrière nous, les boîtes en plus. Pourquoi je vous en parle aussi? Parce que à chaque fois, les éditeurs qui se déplacent au chalet, pas à chaque fois, mais de temps en temps, ils ont des goodies, des choses comme ça, ils nous en laissent, ils nous disent c'est pour les boîtes, tu les mettras dedans. Ça fait de la pub aussi à la fin des émissions, ça permet de mettre en avant les différents contenus. Et si vous avez des idées, vous qui nous regardez, qui trouvez ça rigolo, ou vous avez quelque chose à montrer plus particulièrement dans les vidéos, n'hésitez pas à nous le dire sur un festival ou ailleurs quand vous nous croisez. On peut aussi mettre des choses qui concernent les autres personnes. En général, je mets 3 petits objets à l'intérieur des boîtes, pas plus, mais c'est rigolo. En fait, c'est un truc de partage. Franchement, l'idée est top. L'idée est top. Allez, on va continuer cette matinale. Où peut-on trouver les tapis de Solstice? Ce sera en boutique, je pense, tout simplement, parce que c'est Wogomat qui les font. Vous allez pouvoir les retrouver assez facilement. On continue parce qu'il y a pas mal d'activités. L'heure tourne, on passe du temps sur chaque jeu. Ça nous fait plaisir de parler de ces jeux-là. Mais on est dans ma catégorie. Plantanumbo, c'est sorti? Non, c'est pas sorti. Plantanumbo, c'est pas sorti, mesdames et messieurs. C'est le prochain qui sort après Endeavor. Il sort le 30 septembre, si ça existe. Enfin, le 30 septembre. Je crois que ça existe. Le vendredi le plus proche du 30 septembre. Je ne sais plus la date exacte. Mais oui, c'est le prochain jeu et c'est effectivement c'est le premier gros jeu effectivement de la fin de cette fin d'année. Donc un jeu qui a été fait par 3 designers expérimentés de gros jeux globalement, puisque c'est du Rosenberg, et on retrouvera le 27, merci Philippe, on retrouvera d'ailleurs la patte de Rosenberg, notamment il y a des polyomino dedans, c'est par Aude. Donc Odd, c'est l'auteur notamment de La Granja et de Cooper Island, pour ceux qui connaissent très bien le jeu. J'aime tellement La Granja. La Granja, ça fait partie de mes jeux favoris aussi. La Granja, c'est très très bon. C'est pas toi qui le fais, mais c'est... Non, mais c'est moi je connais, c'est très bon. J'adore ça, c'est un de mes jeux préférés, vraiment. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je sais qu'il y a eu une réédition, je ne l'ai pas la réédition, parce que j'ai pas de raison de racheter un jeu que j'ai déjà. Donc je ne l'ai pas acheté, et ça me... Moi j'ai la première en fait, version de... Oui. Mais c'est très très bon, effectivement. Et le troisième, c'est Mike Meller, qui est un auteur qui a fait notamment Agra, qui est un très gros jeu qui était sorti chez King Games de mémoire. Donc voilà, c'est les 3 qui sont mis ensemble pour faire un jeu dans un univers particulier avec une mécanique. Le jeu est très, le jeu est très complexe. Non, le jeu est assez complexe, c'est un jeu expert, etc. Oui. Mais avec beaucoup de dimensions, énormément de combos, et avec un mécanisme d'activation de cartes. Autour d'un arbre en fait, parce qu'en fait on va construire un village dans un arbre et c'est très il y a énormément de choses dans le jeu. Je trouve que c'est très plaisant. Et il y a énormément de petites d'imbrications de différentes mécaniques dedans qui font que quand on est plongé dedans, pour moi c'est le genre de jeu où on est plongé dedans et on en ressort effectivement 2h30 plus tard
mais voilà, avec une vraie satisfaction pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Voilà, ce que j'aime bien chez toi aussi, c'est que tu triches pas sur les durées de partie des jeux de société. Les jeux sont longs en général, pas tous, mais c'est certains que tu nous présentes, mais tu le dis avec plaisir en fait. C'est un jeu, vous allez passer 2h30 de plaisir. C'est un critère qui est important pour beaucoup de joueurs, parce qu'il y a plein de joueurs qui n'ont plus de temps à consacrer aux jeux de société, qui cherchent des jeux de 20 minutes, d'une demi-heure. Et il y en a toujours pour qui, non, une soirée jeu, moi je veux faire ma soirée jeu, je veux un gros morceau, j'en ferai peut-être des plus petits autour, mais je veux mon gros morceau lors de la soirée. Non, mais c'est. Après, je comprends évidemment les gens qui n'ont pas le temps, c'est vrai que ça prend du temps. Vrai, moi, encore une fois, je préfère de base, j'aime tous les jeux, mais je préfère quand même de base un gros jeu, je trouve que j'en tire plus satisfaction à la fin d'une partie. Mais bon, après, je comprends que. Il en faut pour tous les goûts. Bruno Catala nous dit que les tapis Vogomat sont en téléchargement sur le site si vous voulez les imprimer, et en boutique en novembre. J'avais pas la date en tête. C'est novembre la sortie de ces tapis-là. Vous aurez la possibilité. Vous pouvez jouer sans évidemment, mais vous pouvez attendre novembre pour les avoir chez vous et les ajouter à votre gameplay. Quand vous jouez chez vous surtout, parce qu'il faut les embarquer sinon à la plage, c'est pas pratique. C'est ça. Non, pas chronologique. Donc ça, on fait un peu dans le désordre. Ça, c'est déjà sorti depuis le début d'année. Voilà, on a vu la deuxième boîte. Popé sur les réseaux sociaux si je ne me trompe pas. Oui, même la troisième en fait. L'idée c'est de faire effectivement une série, donc un jeu de Johan Levé et Fabien Gridel, donc un jeu de déduction. Très très chouette ce jeu, parce que ça l'orne du côté du Cluedo dans la thématique, dans la façon de jouer, mais c'est pas du tout ces sensations là quand on fait la partie. Non, c'est effectivement, c'est plus effectivement, on retrouve. L'idée c'était de faire un jeu de déduction, mais avec effectivement une couche thématique. Et là, il y a quand même effectivement une histoire. Et puis donc après, avec dans le principe de base de qui a fait par exemple, qui est le meurtrier, où et la dimension, c'est quand aussi, ce qui donne effectivement l'originalité au jeu, c'est-à-dire que le jeu se déroule en un certain nombre de temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en l'occurrence dans cette boîte-ci, et en fait lorsqu'on pose une question, on va poser une question notamment à tel temps, il se passe quoi, etc. Et c'est ça qui donne effectivement toute la saveur du jeu, c'est-à-dire que c'est vraiment la mécanique, encore une fois, Johan Levé et Fabien Gridel, on sait de quoi ils sont capables, les auteurs notamment de Turing Machine et de plein d'autres jeux de mais c'est pas le même, c'est vrai qu'on a beaucoup résumé les jeux de Johan Levé en disant que vous connaissez Turing Machine. Je te dis Johan Levé parce qu'il en a sorti beaucoup plus que Fabien. Et en vrai, à chaque fois, tu as des choses qui sont complètement différentes. C'est Mirmès qui reviendra d'ailleurs. Il y a une activité sur Mirmès. Tout à fait. Et puis le jeu qui est sorti chez Bombix. Moon. Non, From the Moon, c'est pas chez Bombix. Non, From the Moon, c'est chez la boîte de jeu. Oh là là, ce trou de mémoire qui est catastrophique. Les deux sont sortis à peu près dans le même temps. Et du coup, je mélange les deux. Donc voilà, en tout cas, ça c'est sorti. Donc on est en coédition avec Ori Games, que je salue au passage. Humanity, merci. Humanity, complètement. Vous êtes meilleurs que nous. Merci Cédric. Et donc, mais ça effectivement, c'est la première boîte. Là, on est en train de travailler sur la deuxième boîte qui sortira à Cannes. Moi, j'ai vu un truc. Je me reconnecte sur le site. J'aime bien. Je regarde en même temps sur notre site internet à chaque fois parce que en fait, comme je le remplis, c'est là aussi que j'ai deux têtes, la mémoire des informations. Je vois deux petites boîtes de chronologique ici. Alors ça, ce sont les mini extensions qui vont arriver à la fin d'année et qui se jouent avec cette boîte-ci. Et ce sont en fait deux nouveaux scénarios. Donc c'est-à-dire deux nouvelles histoires et qui vont effectivement qui se jouent avec dans le cadre de l'opéra en 1920. Donc ça c'est petite boîte. C'est pas du tout 75 €. Je vois qu'il faut que je corrige. Ça sera peut-être plutôt de 7,50 €. C'est ma virgule qui s'est mal placée. Je ne sais plus exactement. Il me semble que c'était a priori c'est dans ces. Mais je ne sais plus, peut-être 8. Je pensais. Je sais plus. J'avoue que je ne veux pas dire. C'est celui que j'ai trouvé. Mais bon, en tout cas c'est les petites boîtes dans le même comment dire, le même emballage que les scénarios qu'il y a déjà dans la boîte. Donc ça c'est deux mini extensions qui viennent effectivement en complément de la boîte de base, et on travaille effectivement sur Cusco 1450 qui va sortir à Cannes, où là les auteurs ont déjà les histoires sont calées. Il y en aura effectivement l'idée c'est de montrer aussi ce qu'on peut encore faire, ce que les auteurs peuvent encore trouver comme idée en exploitant cette mécanique, et ça part notamment aussi avec des scénarios qui sont quand même très costauds. Ça va être c'est pour Cannes l'année prochaine.
On continue à regarder très rapidement les jeux qu'on a derrière nous. Alors, il y a plein d'actualités sur cette fin d'année. Alors, World Wonders, ça marche très bien, tu m'as dit. Hein. Vous êtes content. Tout à fait. La Mundo, petite extension qui est toujours là. Mais... Mundo, c'est la toute petite extension. Si vous l'avez loupé, tant pis pour vous. Mais c'est vrai que ça, petite extension avec du matos en plus, mais qui rajoute pas forcément beaucoup de gameplay. Donc c'est pas. Non, il y a un peu de cartes en plus. Voilà, mais c'est surtout effectivement quelques merveilles. Donc ça, chouette succès. Là, vous êtes tout seul dessus, mais c'est une localisation. World Wonders. De quoi on n'a pas parlé encore. Alors, vous étiez présent en mars au Sablier d'Or pour un jeu qui ne sort pas tout de suite. Non, on va redire juste deux mots. En janvier, normalement. C'est Wondrous Creatures. Donc ça, vous avez la vidéo qui est disponible. Est-ce que je me connecterai pas aussi? Je vous montre comme il marche bien, parce que c'est vrai que on me dit que j'ai pas encore mis la vidéo sur Ferryring sur le site. Bah oui, j'ai voulu faire ça 5 minutes avant et j'oublie 2-3 trucs, mais elle est sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube pour la trouver. Je la mets juste après l'émission, ici sur la fiche aussi, parce que là en fait ça renvoie vers la fiche du jeu et il n'y a pas encore l'encart de la vidéo, il y a juste la présentation du jeu par RepoProd. Je vais mettre juste au-dessus de cette vidéo là, effectivement celle qu'on vient de diffuser sur la chaîne. Il faut que je pense à actualiser les choses. Souviens-toi, Martin, le 7,50€, tu le changes sur chronologique et tu rajoutes la vidéo au bon endroit. Et donc là, qu'est-ce que je cherchais, moi? Donc, quand vous allez sur le site tout en bas, vous allez regarder dans les Sabliers d'Or 2024 et normalement, vous avez un Wondrous Creature quelque part. Ça, c'est les jeux de l'été, c'est pas les Sabliers d'Or. Ici. Voilà, en bas à droite. Voilà. Donc vous pouvez cliquer dessus. Tiens, il ne met pas mon fond noir tout de suite, mais hop. Et vous avez la vidéo qu'on a tournée au chalet. Alors, vous aurez une bonne idée du jeu. Si je peux me permettre, je crois, alors pour le coup, là on parlait de durée, j'ai vu 80 minutes, ça me paraît quand même assez optimiste. Hein. Je sais. Je crois non, je fais une moyenne en fait par rapport à ce qui était indiqué sur la boîte, mais des fois tu sais les indications de boîte. Je dirais. En fait, ça pour très honnêtement, à deux joueurs, c'est pas très long. Hein. C'est un live là, c'est ce qu'on a fait. Ici on a fait un live et si on clique dessus, on va regarder le temps qu'il fait live plus explication, puis on est en direct. Oui. Et à 3, c'est ça 1h40, donc on a un petit peu plus, mais il y a l'explication en plus. Franchement, c'est vrai, à 4, moi j'ai 4, mais. C'est pas si énorme que ça dépend de la vitesse à laquelle on joue. En plus là on discute avec les gens, donc c'est pas si long. La réponse est oui, au fait. Il y aura un retirage de l'extension Mundo. Là, je réponds à Fanet Peck, c'est ça. Qui, effectivement, oui, c'est prévu pour la fin d'année. D'autres sorties sur cette fin d'année. On a d'autres éléments en cours. Et il va y avoir des petites annonces, il va y avoir des petites surprises. Il y a des choses qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Déjà, celui-là. C'est celui-là, regardez. Ça, celui-ci. Mon cœur de joueur bat à la chamade. Ouais, ça, c'est vrai. Regardez ça. Alors déjà, cette boîte, elle est magnifique. Et je vous sors celui-ci parce qu'il a un point commun avec... C'est le même auteur. Ah oui, bien sûr, c'est Rosenberg. Pas tout seul. Hein. Là, il est accompagné de... Pardon, excuse-moi. C'était Tino Lorenz. Tino Lorenz. La Route du Verre, il était tout seul. Et La Route du Verre, ça fait partie des jeux que j'adore. Vraiment, c'est un petit chef-d'œuvre. Il vient d'arriver sur Board Game Arena pour ceux qui ont envie de refaire de La Route du Verre. Ça s'appelle Glass Road sur Board Game Arena. On a gardé le nom anglais. Ce jeu est vraiment très très chouette parce qu'on s'adapte aux tuiles qui arrivent, on va aménager notre petite parcelle de terre, on va défricher, on va poser, on va construire des bâtiments et je crois qu'il y avait une thématique un peu d'alcool aussi à l'intérieur parce qu'il me semble je me souviens plus très bien. Non, on fabrique du verre. Non, c'est pas de l'alcool. Non, on récupère du sable, de l'eau et puis on fait on fait des verres. Il y avait ces fameuses roues qui nous permettent de montrer, qui étaient très ingénieuses celles-là aussi, qui nous permettent de montrer les ressources que l'on a et que l'on va utiliser. Ce jeu-là, ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué. Je le garde précieusement dans ma bibliothèque. Ça fait partie, tu vois, de ceux que je mets pas trop loin de moi parce que j'ai toujours ça. Il faut que je puisse le dégainer à n'importe quel moment. Mais malgré tout, les années passent et j'y rejoue plus. Et là, tu me dis qu'il y a une actualité autour de ce jeu. Je vois une boîte qui est magnifique. Regardez, on va vous la mettre en vue du haut. Elle est vraiment très très belle. Waouh! Franchement, je l'avais vue que de loin. Là, je la vois de près. Il y a un traitement graphique qui est incroyable. Qu'est-ce que fait ce dessin? C'est super. Je la montre. Je regarde juste derrière, juste avant, si on voit le nom de l'illustrateur. Lucas Sigmund. C'est celui qui a fait Applejack, exactement, et qui a fait Plantanumbo. Et qui a fait Plantanumbo, exactement, Plantanumbo aussi. Et il est très très fort, Lucas Sigmund, parce qu'en fait il y a un traitement, vous le voyez pas, mais sur les arbres, il y a un petit peu de, je sais pas comment qualifier ça. Ils sont mouvants les arbres, il y a des traits qui sont particuliers. Non, il y a une vraie ambiance. Il y a de l'expressionnisme d'une certaine manière. Alors vu de loin pas du tout, mais vu de près oui. C'est ça qui est rigolo. Et c'est donc alors pour reprendre effectivement pourquoi on parle de la roue du verre, parce que effectivement le thème revient donc effectivement avec fabrication de verre, donc le thème est le même, il y a des éléments qui sont communs
à la roue du verre, mais par contre effectivement il y a une mécanique de ressources qui est absolument géniale avec des roues qui est mise dans le jeu. Il y a ce n'est pas la même chose, mais on se retrouve effectivement dans un village où on va se déplacer d'un endroit à l'autre pour faire des actions. En fait, le jeu est très simple, hein, vraiment dans le sens où les règles s'expliquent assez simplement. Il n'y a pas 36, il n'y a pas 36 différents axes, etc. C'est vraiment la gestion de ressources, c'est vraiment de la pure gestion de ressources, mais c'est c'est fait par Rosenberg, et c'est absolument génial, quoi. La façon dont c'est fait, c'est extrêmement prenant. Cette mécanique d'optimisation des ressources est vraiment très intéressante. La gestion de ces parcelles aussi, enfin, il y a de l'opportunisme aussi, comme dans le jeu de base, ou pas spécialement, parce que la particularité du jeu de base, c'est que les tuiles, elles avaient deux faces, si je me souviens bien, et en fait, tu savais pas forcément lesquelles tu allais récupérer pendant la partie. Ouais, alors non. Là, ici, l'opportunisme, il est plus créé notamment par les tuiles. Au démarrage, en fait, on a un tableau avec des tuiles qui changent d'une partie à l'autre. Oui, c'est ça. Mais par contre, les tuiles que tu as effectivement que tu vas remettre sur ton plateau, ça, ce sont des tuiles effectivement que tu sais que tu vas chercher. Oui. Et ensuite, tu as des champs, tu as des lacs, etc. Non, mais ça changeait pas, c'est pas ça que je voulais dire. Non, c'était sur les bâtiments. Je croyais que tu montrais ça. Oui, complètement. Ça, oui, il y a la même chose, il y a le même principe. Et ce qui fait qu'à chaque fois, j'en parle, mais tu vois, c'est un peu flou parce que ça date d'il y a un petit moment. Il faut toujours se remettre dans les règles des jeux. Mais oui, c'est sur les bâtiments qu'on va pas forcément avoir les mêmes à chaque partie, et on s'adapte. Et ça, j'aime bien, moi, c'est qu'on commence une partie, on regarde, mais c'est quoi les bâtiments là. C'est pour ça que j'aimais beaucoup Agricola, par exemple, dans la mesure où quand on joue au mode avancé en draft Agricola, on va pas jouer avec les mêmes bâtiments, donc on s'adapte au niveau stratégie, et c'est pour ça que j'aimais beaucoup moins celui qui était sorti après, toujours de Rosenberg, Caverna, où les bâtiments étaient fixes, donc à chaque partie, tu vois, ça me plaisait beaucoup moins. J'avais envie d'avoir de la surprise et de l'opportunité. C'est ça, si t'aimes la roue du verre, tu vas adorer le jeu. Je vais adorer le jeu. C'est vraiment, voilà. Et c'est pas très très long, hein. Ça fait 2 heures. À peu près, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, c'est très épuré. Au niveau des règles, c'est très épuré. Il y a vraiment pas grand chose. Voilà. J'adore les purées, donc ça me fait bien plaisir. non, j'ai super hâte, vraiment. Là, je joue pas, hein, je surjoue pas du tout. Mais... T'as ramené d'autres jeux sur cette fin d'année? Sur cette fin d'année, c'est moins mon thème, ça, mais la thématique. Kraftwagen, par contre, Matthias Kramer, mesdames et messieurs. Exactement, Matthias Kramer, quand même auteur de Kraftwagen, notamment évidemment de Glenmore, mais qui a fait aussi plein de jeux LVC, etc. Avec sa mécanique. Glenmore, tellement limpide, tellement simple d'accès. Là, ça c'est pareil. Alors c'est niveau initié, hein, pour le coup, c'est le seul jeu initié qu'on sort à la fin d'année. Avec Endeavor, ça dit. Et c'est vraiment très c'est très plaisant. Alors effectivement c'est sur le thème de la construction automobile. On va construire des automobiles qu'on va vendre, qu'on va aussi utiliser pour faire une course. Donc il y a aussi un petit principe de course sur une piste. Et c'est il y a une piste un peu. Oh. Oui, tout à fait. Et en fait la mécanique, on retrouve la mécanique chère à Matthias Kramer notamment d'action, mécanique d'action. Parce que dans ce qui est notamment connu dans Glenmore par exemple, effectivement, c'est le fait le joueur, c'est celui qui est le dernier dans la piste qui joue en premier. Donc potentiellement on peut jouer 2 fois de suite, selon si effectivement on a envie d'aller chercher une action puissante, mais du coup ça nous fait jouer potentiellement plus tard, ou au contraire on multiplie les actions, enfin voilà. Et toute cette mécanique d'ordre du tour qui est très importante, qu'on retrouve dans Kraftwagen, voilà, très plaisant, très facile à jouer, c'est 1 heure et demie selon maximum, vraiment sur le nombre de joueurs, et ça sort en octobre. Vous avez des grands noms sur vos boîtes, parce que là Matthias Kramer, Rosenberg, Pfister sur Pirates de Maracaibo, c'est tous les grands noms du monde du jeu actuel. Ça fait. Effectivement, il a fait aussi Rococo avec les frères. Passé avec les frères. Freddy. Et c'est vraiment voilà. Non, c'est un très très bon auteur. Voilà. Donc ça, c'est prévu pour octobre. Oui, c'est octobre pour celui-ci, donc voilà, gardez un petit peu de temps, vous l'avez en tête. Je vois que tu étais déjà plongé pour un autre jeu. Celui-ci, non mais t'as raison, celui-ci, mais c'est pareil, celui-ci on en a parlé beaucoup dans les vidéos qu'on a tournées avec Pénélope notamment, parce qu'on l'a vu arriver, et ça fait partie des jeux, tu sais, quand on attend, quand on commence à voir, nous on aime bien montrer la couverture du jeu,
notamment parce qu'elle est très très jolie cette couverture-là, la montrer en amont, après s'intéresser au contenu, on a une nouvelle info, on en reparle un peu dans nos émissions, et là ça y est, le jeu est à l'horizon justement, il arrive, Beyond the Horizon. Alors moi c'est bon, effectivement, pour moi c'est personnellement je pense un des jeux préférés qu'on sort, c'est peut-être même mon jeu préféré qu'on sort cette année, ce qui n'est pas le cas de Philippe, je sais, mais c'est... c'est quoi le jeu préféré de Philippe? On veut savoir, je crois que c'est Black Forest, lui. Mais c'est ce qu'il m'avait dit. Mais bon, après voilà, peu importe. Beyond the Horizon, c'est en fait, vous connaissez sans doute. Tu le dis mieux que moi, parce que moi j'ai dit à moitié en français, à moitié en anglais. Beyond the Horizon, je me rends n'importe quoi. Beyond the Horizon. Beyond the Sun, en fait, c'est un jeu, c'est un excellent jeu et c'est les mêmes auteurs. Mais je crois que c'est justement, Pénélope, on en parle beaucoup parce que c'est parmi ses tout préféré. Beyond the Sun, c'est vraiment très bon, etc. Et alors, on en parlait avec elle justement, la thématique nous attire plus sur celui-ci. Parce que moi, je suis un peu moins dans l'espace. Là, d'un seul coup, je suis dans un domaine où ça me plaît bien, un jeu quand même beaucoup avec une thématique qui nous plaît davantage. Il y a tout, en fait, dans ce jeu, moi je trouve qu'il y a de tout, quoi. Il y a de l'interaction, il y a du développement sur un plateau. Donc là, la différence, c'est qu'au lieu effectivement d'être dans l'espace comme Beyond the Sun, là, on est sur un développement de civilisation où on va effectivement aller explorer. Donc on va rajouter des tuiles, etc. Et donc, par contre, on retrouve l'art de technologie, effectivement, qui est propre, qui est un peu le cœur de Beyond the Sun. On le retrouve ici avec un art de technologie qu'on va pouvoir aller faire des recherches. Ensuite, une fois qu'on a la technologie, on peut l'utiliser, ça nous débloque des nouvelles actions. On a un plateau, effectivement, avec des ressources qui est extrêmement bien fait. Il y a tellement de choses dans ce jeu, le jeu est vraiment exceptionnel. Alors, il faut savoir qu'effectivement, en plus de ça, ce sont les mêmes auteurs que Beyond the Sun, et il y a quand même effectivement à peu près 20% de développement fait par un auteur qui n'est pas des moindres, puisque c'est Simone Luciani. Développement, alors on le voit derrière. C'est un jeu de Cranio, donc Simone Luciani qui est chez Cranio, et c'est lui qui a développé effectivement avec les auteurs les 20%, donc c'est pour ça qu'il y a quand même des différences clairement avec Beyond the Sun, mais ceux qui connaissent le jeu Beyond the Sun, donc, évidemment ne seront pas perdus. Voilà, c'est vraiment, c'est brillant, il y a tout, c'est vraiment excellent. Je vois indiquer Clemens Franz dans les illustrateurs, et je ne reconnais absolument pas son style, c'est marrant. Voilà. Ouais, mais la boîte, moi, c'est plaisant, le matériel est plaisant et facile à... Voilà, c'est... Bon, celui-ci... Voilà. J'ai pas beaucoup joué moi à Beyond the Sun, donc je suis très très content que celui-ci ressorte parce que par rapport à d'autres, je suis un petit peu passé. Donc l'autre, on l'a pas de fin d'année, c'est Sankoré. Oui, mais alors je l'ai juste ramené pour vous montrer, c'est l'éditeur d'origine, parce que là c'est une localisation. L'éditeur d'origine qui avait fait Merv notamment et quelques autres. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres un peu plus récents? Parce que Merv ça date un peu. Comment ça s'appelle? Regnout. Ouais, c'est ça, je sais. Je suis pas loin, mais là, c'est du latin, on parle très peu de latin au quotidien. Pragna, Regnout, manque un mot. C'est ça. Non, c'était pas en deux mots. J'aurais dit que c'était en trois. Oh là là, n'importe quoi. Bon. Bienvenue dans un monde à peu près de jeux. On va voir quelqu'un qui va nous dire. Et c'est donc Sankoré, gros jeu expert, 2h30. Sankoré. Où effectivement on va être on va participer en fait au développement d'une université à Tombouctou, et c'est vraiment moi on fait des choses tellement extraordinaires dans le jeu de société. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bah écoute, là j'ai un petit peu fait du verre et j'ai enchaîné avec développer cette université à Tombouctou. C'était super. Moi j'adore le thème, et ce que j'aime aussi vraiment dans le jeu dans Sankoré, c'est aussi le principe de timing qui pour le coup est extrêmement simple. C'est absolument pas ce qu'on appelle une soupe de points. Il y a un seul point, il y a un seul un seul paramètre qui définit les points de victoire, mais qui va être variable en fonction de ce que font les joueurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... Donc il y a différentes couleurs, je ne vais pas revenir... parce qu'il y a différentes études, on va étudier l'astronomie, les mathématiques, etc. Et en fait, selon certains éléments, on va donner plus de points à l'astronomie, etc. Et à la fin, selon si on a été très développé dans l'astronomie, on aura plus de points. Voilà. Donc, et c'est ce système de points là qui est vraiment passionnant. Et le jeu est assez complexe. C'est un jeu expert, mais c'est vraiment très, très plaisant. Et ça sort aussi fin d'année, novembre normalement. On a BCBG qui tente une petite blague sur Sankoré en disant qu'il reste le Japon.
Moi, j'avais l'habitude de dire qu'on danse très peu autour de la table. C'est vrai. Je préfère. C'est ma version de la blague. Dolmor qui nous dit que tu es venu très chargé, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeux sur cette fin d'année, mais c'est la période, c'est la période des Suns. Il y a deux volets quand même dans les jeux que tu nous proposes. Il y a ceux que tu localises. C'est pas forcément la même démarche en termes d'implication en tant qu'éditeur. Et puis il y a ceux que tu édites. Et ceux que tu édites sont assez peu nombreux, parce que forcément, il y a un gros travail pour éditer un jeu chronologique. Ça fait partie des jeux que tu édites dont on a parlé ce matin, mais avec Origames, il ne faut pas les oublier non plus. Tout à fait. Le suivant, ça c'est un jeu que tu localises ou tu édites ? Non, ça c'est un jeu qu'on va sortir pour Cannes 2025. Donc c'est un jeu de Cédric. Il y a Cédric, de nouveau Cédric Millet. Donc Thésaurus, qui est un gros jeu, on est extrêmement content effectivement. Thésaurus, effectivement. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus et c'est vraiment c'est un jeu effectivement pour 2025 où on va diriger une entreprise de recherche de trésors sous-marins. Oh là là, j'en ai pas du tout entendu parler moi pour l'instant. On n'a pas parce que en fait c'est pour 2025. Pour moi c'était un scoop. Alors sans doute qu'il y a eu des annonces sur les réseaux, mais je l'ai pas vu passer. Et c'est un jeu de pose d'ouvriers, de programmation, où effectivement le twist mécanique, mais qui fait vraiment tout le charme du jeu, c'est qu'en réalité au démarrage, donc on a une entreprise avec différents départements. Ouais. Donc ressources humaines, recherche, exploration, parce qu'on va aller dans la mer, etc. Et en fait, au début de chaque année, donc qui va correspondre à rendre, on va définir un budget dans chacun des départements, et c'est ce budget notamment qui nous permettra derrière de faire la pose d'ouvrier. Donc c'est la pose d'ouvrier qui est effectivement qui est conditionnée par finalement le budget qu'on a alloué au préalable. C'est assez complexe, etc. C'est très la mécanique est vraiment géniale. Donc on est dans quelle taille de jeu là, 30 minutes par jeu. Ah oui, donc déjà dans du jeu. C'est 2 heures et demie. Un peu expert quand même. Oui, non, carrément. Mais on voit beaucoup Cédric là. Félicitations Cédric pour cette année incroyable que tu es en train de nous préparer. Je pense que l'année 2025, parce que même s'il a des sorties en 2024, ça va être surtout, ils vont vivre ces jeux en 2025 en réalité, parce qu'il n'avait pas sorti énormément de jeux jusqu'à présent, Cédric, et là je vois beaucoup son nom sur les projets d'éditeurs. Il y a un changement je sais pas, personnel, il s'est décidé de s'y mettre à fond, et donc ça s'anticipe aussi. J'imagine que là, ce jeu-là est dans les tuyaux depuis un petit moment. Ouais, ça fait un bout de temps, ça fait des années. Ça fait des années. Merci Cédric pour ta patience. mais oui, c'est vrai. Mais c'est très long à développer. On en parlait hier avec Benoît. Enfin, les du jeu, effectivement, on n'en sent pas beaucoup aussi parce que c'est extrêmement long. Hein, c'est extrêmement long à développer. Donc voilà, donc on prend du temps. Mais j'espère qu'en tout cas, le jeu est vraiment très intéressant et voilà, il apporte une vraie originalité, je trouve, avec le système de budget qui est vraiment très bien fait. Ah bah, j'ai hâte de le découvrir aussi. Pour moi, je le connaissais pas, donc il y a un petit volet scoop en ce qui me concerne. Vous l'aviez déjà annoncé visiblement. On en parlera dans la matinale avec Pénélope du coup, parce que je ne sais pas si elle l'a vu passer, elle non plus. On l'annoncera. On voit la couverture là ce matin. Donc pose d'ouvrier avec un budget. Avec de planification. Planification du budget pour aller chercher des chercher des trésors qui vont nous permettre d'améliorer notre. Effectivement. Pardon, excuse-moi. Les trésors vont nous permettre d'améliorer notre budget. Non, les trésors ça va nous donner des points de victoire. Mais ce qu'on va faire par contre, c'est développer notre flotte, notamment de bateaux, notre moyen en fait de développer des sonars, de creuser, d'aller plus profond dans la mer pour trouver de meilleurs trésors, etc. Donc c'est comme ça. C'est ça qui va nous permettre et donc pour ça, il faut aussi pouvoir aller acheter des cartes qui nous permettent d'aller des plans de mer qui nous permettent ensuite de pouvoir aller explorer à tel endroit, parce que si on n'a pas le plan, on peut pas l'explorer. Enfin voilà, il y a plein de choses différentes. C'est assez vaste, mais c'est très 2025 donc. Pas encore les règles, non, les règles sont pas encore dispo. Ça viendra. Sorti pour quelle période de 2025 ? Cannes, normalement. Cannes 2025, ça va venir assez vite. Donc là, on est pas loin de là. Le jeu est terminé. On est sur on est sur la rédaction des règles. D'accord. Et puis on a un dernier jeu, je crois, je regarde un petit peu tout autour de nous. Le dernier, alors celui-ci, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu au chalet. Attends, sors-le pas trop vite, je vais regarder si est-ce qu'on a autre chose avant. Non. Ça peut-être. Suspense, pas du tout. Ah non, avant, pardon. Voilà, c'est ça que je cherchais. On va vous parler de Tikal. Hier, on a tourné une vidéo sur Tikal. Pas cette boîte-là, parce que celle-ci, c'est celle que vous avez créée. Le premier jeu que vous avez sorti, c'est Mexica. Puis très vite derrière, vous avez fait Tikal et Java, que vous avez rebaptisé Cusco. C'est ça ? C'est vrai. Et donc, c'est un peu l'histoire de Super Meeple. C'est des jeux auxquels tu es attaché, auxquels nous sommes attachés aussi. Kissling Kramer, des auteurs qu'on connaît bien. Alors, c'est pas le Mathias Kramer, c'est le Wolfgang. Celui-ci, ça s'écrit pas pareil d'ailleurs. Mathias Kramer, on en a parlé tout à l'heure à propos de, je ne sais plus quel jeu. Kraftwagen, exactement. C'est les grands auteurs allemands que l'on connaît bien. Tikal,
c'est un mastodonte, c'est un grand classique du jeu de point d'action, notamment à l'allemande. Et il y a une activité autour. Vous allez lancer un Kickstarter aux alentours du 20 octobre dans ces eaux-là. Tu m'as dit 22 peut-être. C'est ça, normalement, oui, c'est ça, c'est prévu. C'est prévu pour le 22. Et pour la nouvelle édition, pour les 25 ans du jeu. Ouais. Alors, c'est un jeu qui a... Alors, ce n'est pas une nouvelle édition. C'est pas une nouvelle édition. C'est un nouveau jeu, effectivement. Non, c'est un nouveau jeu. Et alors, on va vous montrer dans la catégorie Scoop, vous avez peut-être déjà vu, parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'annonce, mais la fiche BGG existe. Et on a fait un post dessus. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a fait déjà. Mais vous n'avez pas vu en volume. Donc là aussi, on est dans le Scoop, mesdames et messieurs, vous allez voir la boîte en volume. On va la manipuler un petit peu pour vous montrer qu'est-ce que c'est que cet animal. La boîte qui va être proposée pour le financement participatif. C'est-à-dire qu'il y aura une version boutique, ce ne sera pas forcément cette taille de boîte derrière en boutique, mais là, Tikal Legend, nouveau jeu. C'est un nouveau jeu, c'est pas... évidemment, il y a une parenté très forte avec le Tikal d'origine, notamment quand on déroule la carte immense sur la table. On se rend compte que forcément, il y a des points communs, on est toujours dans la jungle, on continue à bâtir des temples, à les découvrir, exactement. Mais par contre, il y a pas mal de choses qui ont changé, qui ont évolué. Ce jeu-là est complètement différent sur plusieurs aspects. Voilà, effectivement, non, mais ce sont les auteurs, donc on en avait parlé depuis longtemps, on voulait faire à l'occasion des 25 ans. Des 25 ans. Alors ça en plus, sans doute qu'elle sera un peu plus épaisse que ça, mais bon, bref. Ah ouais, parce que là, on va mettre les deux boîtes l'une à côté de l'autre. C'est déjà une grosse boîte, hein, la première, mais regardez, elle est toute petite. Donc c'est effectivement un nouveau jeu qui a été développé par les auteurs. Dans l'idée est effectivement, considérant que Tikal pour nous ça reste quand même un des meilleurs jeux, un jeu absolument exceptionnel avec de mécanique, avec de poses d'action, d'exploration, etc. Donc sorti en 1999, et on voulait effectivement avoir un nouveau jeu, et puis les auteurs aussi nous en avaient parlé, et donc ils ont développé un nouveau jeu qui s'appelle Tikal Legend, donc voilà, qui est celui-ci, et qui se base sur la mécanique de Tikal, on est toujours effectivement dans la même civilisation, la même thématique, on retrouve les points d'action, mais avec une dimension un peu plus stratégique. Il y a plus d'éléments, il y a une autre phase de jeu, il y a des cartes, il y a des plateaux personnels, etc. Donc voilà, c'est du Ah non, mais là vous vous êtes fait plaisir. Moi j'ai vu le matériel hier, franchement. Il y a du plaisir à l'intérieur en termes de matos, de temples, d'éléments. Tout est hyper agréable. Je parle plus dans le micro du coup, tellement c'est agréable. Vraiment, non, c'est un très chouette jeu. Tu m'as raconté que vous aviez pas mal d'échanges, et notamment avec Wolfgang Kramer. Je me posais la question, parce qu'il faut quand même savoir que quand il a sorti le premier Tikal il y a 25 ans, M. Kramer, il allait tranquillement vers la soixantaine. Ouais, c'est ça. Il était déjà pas tout jeune à l'époque. Il a 82, hein, mais moi je continue... Pas quotidiennement, mais pratiquement, effectivement, on échange sur le jeu, sur différents éléments, effectivement, concernant le jeu. Il est extrêmement actif. Alors, les deux ont développé le jeu, bien sûr, évidemment, mais c'est plus lui que Michael, parce que je crois qu'il parle un peu mieux anglais, même s'il me répond de temps en temps en allemand, mais bon, bref. Mais oui, toujours très actif, et effectivement, et moi j'ai été quand même assez bluffé sur ce qu'ils ont été capables de faire en partant de Tikal, comment ils ont réussi à maintenir, effectivement, à partir de extraire ce qu'il y avait d'important dans Tikal et en faire effectivement une dimension plus stratégique avec cette première phase, ces plateaux, etc. Et voilà, je trouve encore une fois qu'ils sont brillants, et ils l'ont prouvé encore là, mais voilà, on est évidemment très excités de faire ce Kickstarter qui est le premier pour nous, hein, d'ailleurs, et c'est pour ça que... On a Crotte de B qui nous demande, pardon, je t'ai coupé, c'est pour ça qu'on a fait appel à la boîte de jeu. Exactement, à la Benoît, donc, qui était là, et à la boîte de jeu, donc, qui nous aide pour la partie Kickstarter, la gestion du Kickstarter, parce que évidemment c'est pas du tout notre habitude. Évidemment. On a Crotte de B qui nous demande quand est-ce qu'on pourra voir ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Non, c'est Super Nono qui nous dit quand verrons-nous le matériel pour la première fois. Alors il y a du matos, je sais pas si on peut montrer un truc dedans. Alors, c'est pas le moment encore. Peut-être faut en garder peut-être en garder parce que pour le Kickstarter il y a des surprises. Voilà, c'est vrai. En fait, normalement on a prévu de faire un point qu'on va appeler Turtle. Ça nous a amusé, mais c'est un Turtle. On expliquera ce que ça veut dire. C'est un acronyme. Et tous les jeudis on fera un point. On fera un point communication sur le jeu. C'est important. Mais effectivement, on viendra. On montrera des éléments prochainement. Évidemment. Sans doute, d'ailleurs, normalement, je crois que c'est ce jeudi que le premier point communication dessus. On montrera des éléments du jeu, et après, évidemment, on montrera les règles à un moment donné. Il y a les auteurs qui ont écrit un carnet d'auteurs aussi. Oui. Donc tout ça, c'est...
Je comprends pas toujours tout, nous dit la calorie, est-ce que ça sera en VF? Oui, alors là on est sur du financement participatif, c'est-à-dire que le jeu n'est pas encore produit, il y a aussi l'attente de savoir le nombre de personnes qui vont le pledger pour savoir quel tirage vous allez faire. 2 tirages, il y aura un tirage Kickstarter avec une boîte Kickstarter et en même temps vous allez j'imagine faire le tirage boutique. Alors peut-être pas peut-être pas en même temps. De toute façon il faudra tout revoir en termes de, parce que là c'est vraiment effectivement une version Deluxe particulière sur Kickstarter et il ne sera vendu que la version Deluxe sur le Kickstarter en VF et en anglais. Donc voilà, donc ça c'est les deux, ça sera dans les 2 langues. Et donc effectivement. Et là on se fait plaisir. En fait pour moi c'est l'essence du Kickstarter ça, c'est-à-dire que on a envie d'avoir parfois sur certains jeux que l'on connaît avec une édition qui est particulière ici parce que c'est pas le même jeu que le jeu de base. On a envie de se faire plaisir en ayant une pièce de musée. On a notre petite collection de jeux et au-dessus des étagères, tu vois, on veut mettre la fameuse pièce de musée, celle qui nous tient à cœur et qu'on ressort très exceptionnellement. Et ben c'est un peu l'esprit de ce que disait Benoît, c'est que ça rentre pas du jeu de Calax, c'est vrai. Mais bon, en fait, ça se met au-dessus de l'étagère. Mais c'est ça. Avec des petites lumières et tout. Le travail, je souligne quand même le travail de Yann O'Toole. Non, pas du tout. J'ai cru que tu allais dire ça. Non, pas du tout. Yvan Villeneuve. Ouais, son frère. Qui effectivement, qui a fait un travail globalement sur le jeu et notamment sur la couve. Moi, je trouve qu'il est absolument exceptionnel. Moi, j'adore l'idée effectivement d'avoir repris le masque. On va vous voir en festival avec un masque comme ça. D'ailleurs, je me suis laissé dire que ta vie moquette là à Vichy, il aura ce masque exactement. Et c'est effectivement un clin d'œil pour le coup à ce qu'on appelle la trilogie des masques, puisque le jeu au démarrage, le premier jeu de Tikal, il y avait un masque dessus, de même que Mexicain, de même que Java. Donc c'était pour faire un clin d'œil à cette trilogie. Et voilà, l'illustrateur qui a fait ça, mais qui a fait d'ailleurs tout le jeu, qui a fait aussi le plateau et tout le reste, il a fait un travail quand même qui est assez impressionnant. Je crois que là on a une question, est-ce qu'une version boîte longue comme les anciennes boîtes de Tikal est envisageable au chalet? Sachez qu'on a tout, c'est-à-dire que moi j'ai toujours les 3 boîtes de Tikal Mexica et Java en version longue, elles sont même dans le salon du chalet, les gens ils voient toujours ces jeux-là, ça fait partie des pièces de musée. On a la version carrée, celle que tu as publiée toi derrière, et il faut quand même savoir que pour les boutiques, pour les expéditions, pour les colissages, c'est pas très pratique ces boîtes longues, ça n'existe plus trop dans le jeu de société. Alors je me permets juste de répondre à Evernat Biscotte parce que ce n'est pas une réédition, donc c'est pas Tikal, c'est un nouveau jeu. C'est Tikal Legend. Donc il y a un développement, avec de nouvelles règles, etc. Voilà. Après Tikal 2, Tikal 2, juste pour information, c'est Gameworks qui a fait ce jeu. Et en réalité, Tikal 2, ça s'appelle Tikal 2 parce que l'éditeur a voulu mettre Tikal, mais en fait les auteurs n'ont pas du tout travaillé ça dans l'idée comme un deuxième Tikal. Comme un deuxième Tikal, voilà. Mais je vous en prie. Les gens sont à fond, forcément il y a plein de jeux là qui nous attirent. On a parlé de ceux qui nous attiraient le plus, celui que je connais pas du tout mais je suis curieux d'en savoir davantage, c'est Thésaurus de Cédric Millet. Là, c'est ma découverte de ce matin, j'en avais pas trop entendu parler moi avant. Tikal, j'ai eu la chance d'y jouer, mesdames et messieurs. Beyond the Horizon, j'ai très envie aussi d'en faire une partie parce que Beyond the Sun, nécessairement, et puis il y a un thème qui change bien, Plantanumbo. Uwe Rosenberg, forcément, on a envie d'y jouer, mais Black Forest, c'est celui auquel j'ai envie de jouer là tout de suite. C'est celui qui m'attire le plus. On n'oublie pas Kraftwagen, là, qui sort sur la fin d'année avec un Mathias Kramer aux manettes. Ça ne peut être que intéressant, en tout cas. Sans Corée. Mais si je joue à tous les jeux que tu nous as présentés aujourd'hui à la suite, est-ce que une journée suffira? Une journée, non, ça sera pas possible. Non, parce que là, effectivement, on est quand même globalement, parce que Tikal Legend, c'est pareil, c'est entre 2h et 3h. C'est fou, quand même. Bah oui, mais c'est vrai. C'est vrai que cette fin d'année est assez chargée en gros jeux. Bon, après, c'est ce qu'on fait de toute façon et c'est ce qu'on aime faire, donc c'est pas question qui. Damien dit challenge accepté. Et puis Damien il aime bien ce genre de jeu aussi. Il fait partie du jury du Diamant d'Or. Et c'est des jeux qui sont experts, mais pas si experts que ça. Il y a une gamme au-dessus encore dans les jeux experts. Vous en faites pas trop d'ailleurs des jeux de ce type-là, un peu à la Sarda. À la Sarda par exemple, effectivement. Moi c'est effectivement pour moi c'est trop, mais pour moi c'est vraiment trop. En fait j'ai pas envie de ça. C'est pas que j'y arrive pas, c'est que j'ai pas envie j'ai pas envie que le but du jeu ça soit de comprendre la règle. Parce que sur certains types de jeux il faut vraiment essayer de bien comprendre comment ça fonctionne, et c'est ça la principale difficulté. Puis de revenir une fois sur les. Enfin, moi je comprends qu'il y a des gens qui aiment bien la Sarda, et je comprends. En fait la Sarda ça reste effectivement un auteur qui oui c'est exceptionnel, mais bien sûr. Mais c'est un type de jeu, exactement. Et c'est vrai que c'est trop. Il y a trop de petites choses à droite et à gauche. Enfin moi je trouve que c'est trop lourd. Donc oui, non, nous on fait de
j'espère, on va dire... Et Pierrot qui dit n'importe quoi sur le chat. Je sais pas s'il dit n'importe quoi. Il dit 211 jeux sortent entre maintenant et Noël. Ça fait beaucoup quand même, c'est vrai. Et bien moi j'ai tendance à penser que c'est beaucoup plus que ça en fait. On va regarder très rapidement sur le site. Ça me paraît, mais c'est vrai que ça me paraît même presque... Ça me paraît pas beaucoup, 211. Parce que ça fait un trimestre, 211, je sais pas. Je me reconnais sur le site juste pour voir ce qui va sortir en septembre, sachant que hier... j'ai regardé les jeux que j'avais loupés et il m'en manque plus beaucoup sur ce qui a été annoncé, il m'en manque plus beaucoup, mais il me manque peut-être 5, 6, 7 sur la toute fin septembre que j'ai pas indexé sur le site. Donc il y a encore ça à voir. Hop, on se connecte, on descend au niveau de l'ascenseur et on va juste regarder le mois qui vient. C'est-à-dire que c'est pas du tout jusqu'ici Noël. On a des lignes de 6 jeux et on va compter combien de lignes on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et quasiment 17. Je vous ai dit qu'il en manquait un petit peu. Donc on n'est pas loin. C'est les 6. Ouais, ça, c'est pour juste le mois qui vient. Et il en manque un peu. Ouais, donc on est bon, ça fait 100. Voilà, donc 200, en sachant qu'il y aura aussi le mois d'octobre, le mois de novembre, en décembre, il n'y a plus grand chose. 211, peut-être, mais j'ai peur que ce soit plus. Après, il faut filtrer ce qui nous correspond et c'est notre rôle. Sur un monde de jeu, on va filtrer ça, on va vous dire ceux qui nous attirent plus particulièrement, on va jouer au jeu et on n'a pas plus de temps que les autres, on a même parfois moins de temps que les autres pour jouer parce que sur nos loisirs, on a des horaires de travail en fait qui dépassent largement les horaires classiques et nos loisirs, on manque de loisirs, en tout cas le temps de jeu n'est pas compté dans ces horaires-là. Ouais, c'est sûr. Donc, mais c'est beaucoup. En fait, tout le monde, on est tous d'accord que c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais dans d'autres milieux culturels, il y a beaucoup de choses aussi. Après, c'est une problématique pour les éditeurs et les distributeurs. Pour les joueurs, vous n'êtes pas obligé de jouer à tout. On a cette mission, nous, tous ensemble, de trier un petit peu. On le fait pour plein de choses. On le fait pour la bande dessinée, parce que je m'intéresse à la bande dessinée. Pendant une période, c'est vrai que quand j'étais habitué à tout acheter en bande dessinée, tout ce qui m'intéressait, j'étais passionné, j'allais toutes les semaines en boutique, je regardais vraiment ce qui sortait, et au moment où je me suis rendu compte que c'était plus possible, ça remonte à loin, hein, ça fait plus de 20 ans que ça n'est plus possible, j'ai eu un renoncement et une période pendant laquelle j'achetais plus rien. Et c'est vrai que c'est quelque chose que ça génère chez nous. Et après on en revient parce qu'en fait c'est pas tout acheter qui nous plaît. C'est pas ça le but de notre passion. C'est pas du tout d'avoir tous les éléments et de construire un musée. Ce qui nous plaît, c'est de jouer, c'est de lire des BD, c'est de regarder des films. Et ça, ce plaisir-là, on n'a pas du tout envie de s'en passer. Eh ben on va s'entraider sur le chat tous ensemble à faire cette fameuse sélection, trier les jeux auxquels on a le plus envie de jouer, et ceux qui vont effectivement rejoindre notre ludothèque. Ça sera notre mission sur les semaines qui viennent parce que c'est des grosses semaines de fin d'année. Il y a l'embarras du choix, mais c'est un plaisir de choisir. On arrive sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup. Merci Charles Amir de nous avoir présenté ces jeux. Merci. Vraiment, j'ai plein d'envie. Ce matin, clairement, Black Forest. Ah là là. Je dois partir avec, je suis désolé. Ah bah oui, il y a un festival de Vichy. On devrait bientôt recevoir les boîtes, donc évidemment. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Vous étiez encore très nombreux. Là, je vois le chiffre, c'est le plus élevé qu'on a depuis le début de la matinale. Vous êtes 229 d'après mes chiffres qui ne sont pas à jour là tout de suite. À regarder, on a de très très gros scores sur les matinales depuis la rentrée. Vraiment, ça nous fait plaisir parce que ça donne du sens à tout ce que l'on fait. Il va encore y en avoir pas mal demain. C'est les actus ludiques avec Pénélope. On redira un petit mot de Thésaurus puisqu'on en a entendu parler ce matin et j'avais pas eu l'info juste avant. On dira sans doute un petit mot de Tikal, également Legend dans les jeux qui sont annoncés qui arriveront prochainement, et puis il y en aura quelques autres qu'on va pouvoir rentrer dans nos tablettes. On continuera à tourner les pages du grand livre du monde du jeu tous ensemble. Merci Charles Amir. Merci Martin, merci à tout le monde. Et puis bonne journée à tous. Bonne journée.